Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis sur les ateliers tout au long de cette journée qui a été très riche. Des petites excuses pour les petits bugs techniques qu'on a eus lors des ateliers à l'instant. Sur le nôtre, en ce qui concerne la compensation carbone, ce fut particulièrement rocambolesque et donc un immense merci et bravo aux équipes de Via Storia qui ont réussi quand même à jouer les funambules et à rétablir les connexions. C'était compliqué, mais c'est ça d'avoir... c'est un peu la rançon du succès, parce que si vous n'étiez pas 1100 à suivre en ligne actuellement, du coup, il n'y aurait pas de problème de connexion. Mais voilà, on a surchargé le réseau. Ce sont des choses qui arrivent. On va finir cette journée avec un petit peu de contamination positive. On va parler de la viralité, non pas du Covid, mais de celle de la RSE. Et on peut espérer qu'elle se répande encore plus vite. Ce sera la 3e vague joyeuse sur la société française. Et peut-être... Pour ouvrir cette séquence, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder une petite vidéo, un micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus de la CCI par les étudiants de Strasbourg pour voir un peu la perception qu'a la génération Greta de la RSE. Donc on les regarde tout de suite. Alors pour moi, le développement durable, c'est une façon de consommer qui serait respectueux de l'environnement. C'est l'entretien des ressources naturelles de la planète. De consommer, de produire qui est plus respectueuse de l'environnement, protège l'environnement. Pour moi, c'est la prise en compte par les sociétés et par chacun de l'environnement au sens large dans sa vie quotidienne et dans la vie d'entreprise. De choses qui sont gaspillées alors qu'on devrait plutôt être dans une optique où on réutilise les choses. Les ressources naturelles qui seront présentes demain, c'est notre responsabilité aussi de réfléchir à comment on souhaite consommer pour les générations à venir. Au plus proche du producteur, privilégier les marchés, ce genre de choses. Éviter le suremballage. Limiter les déplacements en voiture, favoriser les transports verts, le vélo. La permaculture, le potager, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Moi j'habite dans un écoquartier, donc on a plein de règles déjà dans le bail. Il ne faut pas laisser la lumière allumée, il faut faire attention à l'eau, il faut trier, c'est obligatoire dans le bail. Alors, pas du tout ressources, quelque chose, non? Je sais pas vraiment. Je dirais une entreprise qui est respectueuse de l'environnement. Oui, responsabilité sociale de l'entreprise. Respecter l'environnement, mais aussi les populations locales. Conseiller le vélo à ses employés, ce genre de choses. Les déchets aussi, l'énergie qu'ils utilisent, des choses comme ça. Ouais. Une entreprise qui ne se poserait pas uniquement la question du bénéfice immédiat, mais qui pourrait aussi se poser la question de l'avenir, de comment s'inscrire dans le temps, qui n'aurait pas pour seul objectif la rentabilité en fait. On achète beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles et s'en priver en fait, ça nous fait bizarre au début, mais en fait on s'en fiche quoi. Le rétablissement de notre planète n'est pas impossible. Changer le fait qu'on prend peut-être un peu plus local. Déjà moi par exemple je viens d'un village, donc en fait on achète beaucoup plus près. Okay. On évite de faire trop de voyages. Et du coup avec le Covid on s'est rendu compte que c'était possible d'acheter des choses localement, prendre des œufs à un producteur ou d'avoir des légumes des voisins ou des choses comme ça. Et que du coup si on fonctionnait beaucoup plus à l'entraide entre voisins, on n'aurait pas besoin de tellement acheter de très loin. Bravo les jeunes. Alors j'ai été rejoint sur le plateau par Léa Mérabet, vice-présidente de la région Grand Est. Et normalement, on est, si ça fonctionne, en lien avec Ludmila Gauthier. Ludmila, vous nous entendez ? Oui, très bien. Ah, merveilleux. Ravi d'être avec vous à distance. Donc vous êtes la directrice générale adjointe de ES, Énergie Strasbourg. Vous avez vu ce petit micro-trottoir. Si c'était moi qui vous aviez posé la question et que vous aviez dû répondre à la question « Qu'est-ce qu'une entreprise responsable ?» Est-ce que vous auriez répondu mieux que les jeunes et qu'est-ce que vous auriez répondu ? J'aurais répondu qu'il y a deux dimensions. Une dimension interne, donc avec effectivement veiller à limiter son impact environnemental, énergétique et investir également dans le capital humain de l'entreprise qui représente la performance de demain. Et puis, un volet plus externe, une entreprise responsable, c'est une entreprise qui est bien ancrée dans son territoire, qui contribue au développement économique du territoire et qui engage un dialogue permanent avec ses parties prenantes. Et bien sûr, c'est tout à fait en phase avec
l'engagement du groupe ES en tant qu'énergéticien local engagé avec ses 1200 collaborateurs sur le territoire depuis plus de 120 ans. Alors, ils n'en avaient pas 120 ans, ils en ont 100 de moins, mais vous avez pu noter un grand niveau de conscience, de responsabilité chez ces jeunes. Évidemment, pour l'entreprise que vous êtes, ça met un coup de pression, parce que du coup, quand vous allez les recruter, pour réussir à attirer les talents, il faut être en cohérence et en transparence sur ces notions de responsabilité, non ? Ah, c'est clair, ça nous fait réfléchir et nous bouger. Et donc, du coup, on intègre dans nos politiques une nouvelle politique de RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, pour faire en sorte d'attirer notamment les meilleurs talents et de pouvoir donner du sens à l'engagement des futurs collaborateurs dans l'entreprise. Et peut-être, pour terminer très succinctement, est-ce qu'il y a une parole, un engagement que vous avez entendu qui serait très proche de ceux portés par ES, et donc du coup que vous pourriez, un de ces jeunes que vous pourriez recruter ou avec lequel vous vous sentez particulièrement en phase, plus sérieusement ? Alors, moi j'ai pu assister à la table ronde là, sur comment atteindre la neutralité carbone dans les entreprises, et c'est effectivement moi ce qui m'a marqué dans cette table ronde, on a dépassé là complètement les tensions entre performance économique et transition écologique ou neutralité carbone. On sent que ce sont maintenant deux sujets qu'on peut facilement concilier. Donc ça donne plutôt effectivement confiance dans l'avenir et dans les actions que peut mener le groupe ES pour le territoire et également pour ses clients, puisque c'est tout à fait dans nos objectifs d'accompagner nos clients avec des solutions qui permettent d'atteindre cette neutralité carbone, ou en tout cas d'être sur cette trajectoire, donc avec un investissement dans des moyens de production d'énergie renouvelable, pour produire de l'électricité ou de la chaleur renouvelable, des solutions pour mieux maîtriser son énergie, des offres de fourniture vertes, et également des solutions pour devenir soi-même producteur d'électricité, notamment avec du photovoltaïque, ou encore pouvoir promouvoir la mobilité électrique dans ces entreprises avec des infrastructures de recharge. Et on a pu résumer finalement tout cet engagement autour de notre raison d'être, qui est éclairer les nouveaux horizons de l'énergie en Alsace, et on espère que ça sera également un facteur d'attractivité pour des nouveaux collaborateurs. On l'espère pour vous. En tout cas, bravo de vous être doté d'une raison d'être, et puis merci pour votre engagement à nos côtés. Lilian Merabet, un peu même question, un petit rebond sur ce que vous avez vu, cette petite pastille vidéo. Ça fait du bien de finir la journée avec un peu de fraîcheur, un peu d'optimisme dans une actualité qui en manque un peu. Oui, bon, je dirais que nous avons des propos qui nous responsabilisent, mais qui sont en même temps le reflet, j'allais dire, de tout un pan de société. Vous avez eu raison, sans doute, de mobiliser un focus autour des jeunes, mais en réalité, de manière aujourd'hui transgénérationnelle, on a cette conscience extrêmement forte. Et au-delà de la conscience, qui était un sujet qu'on pouvait évoquer il y a encore 5 ans, aujourd'hui, nous avons des citoyens qui sont en action, massivement, et qui trouvent leurs propres solutions et qui demandent à expérimenter, et qui évidemment mettent un coup d'accélérateur aux politiques publiques, mais également, comme le disait Ludmila, et c'est une entreprise d'ailleurs tout à fait remarquable sur les questions de transition énergétique, qui nous amène à aller beaucoup plus loin et à avoir des solutions désormais qui soient accessibles à tous. Permettez que je vous prenne au mot. En action, plus qu'en mots, vous, c'est quoi votre engagement personnel pour développer la responsabilité à la région Grand Est ? Alors, je vais vous répondre sur le plan personnel, puis après je vais vous répondre sur le plan de la région Grand Est, parce que vous avez raison de nous prendre au mot. Moi, j'ai fait un investissement récemment, c'est-à-dire que je suis passée à la voiture électrique.
Donc je suis en full électrique. Je suis très contente, d'abord parce qu'on a des véhicules d'abord qui sont sympas. Deuxièmement, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent autour du véhicule électrique. Et je trouve qu'il faut que ceux qui le peuvent puissent passer à l'électrique pour entraîner les constructeurs et les équipementiers, mais aussi les pouvoirs publics à essayer de trouver les solutions. Parce que moi, ma voiture, elle fait à peu près 220 km. Moi, je sillonne dans le Grand Est, donc vous voyez, je ne vais pas très loin. Il nous faut, du coup, ce faisant, en étant consommateur, amener les pouvoirs publics à créer un maillage de bornes de recharge rapide pour pouvoir faire les choses de manière assez positive. Et le cap d'après, ça sera sans doute la voiture hydrogène ou alors des batteries qui soient un peu plus neutres sur les questions environnementales. Ce qui est certain, c'est que c'est le début de l'aventure sur les nouvelles mobilités, les mobilités électriques et hydrogène, et qu'il faut qu'il y ait les premiers qui s'engagent pour faire en sorte que la techno soit de plus en plus environnement neutre compatible. En tout cas, je suis au zéro carbone aujourd'hui, en tout cas dans l'énergie que je consomme au quotidien dans ma mobilité. C'est une belle preuve de confiance, parce qu'après tout, on pourrait prendre comme prétexte pour ne pas agir de se dire que ça manque de bornes. Vous partez du principe qu'à partir du moment où il y a de l'exemplarité, derrière, ça va suivre. On va être de plus en plus à passer le gap. Et les constructeurs, les équipementiers et les pouvoirs publics, les maires, vont devoir s'adapter à leurs concitoyens dont je fais partie. Et moi, j'ai écrit à mon maire en disant, voilà, j'ai une voiture électrique, je ne peux pas charger là où j'habite. Merci de me dire ce que vous allez faire. Donc c'est une manière de jouer les choses à titre personnel en tout cas. Il vous a répondu ? Pas encore. Et au niveau de la région, je crois qu'il y a un Business Act qui est porté et qui vise à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises. Alors, ce que nous avons voulu faire dans le Business Act, c'est une action qu'on a menée, c'est un grand plan de relance qui a été fait suite à la première phase de confinement. Et on a considéré qu'il y aurait désormais 3 grands défis. Il y a vraiment 3 grands défis sur notre territoire et d'ailleurs en France. On a un grand défi de la croissance énergétique et environnementale. Mais je le dis vraiment sciemment comme ça, c'est un sujet de croissance environnementale. Ce n'est pas simplement la transition, c'est la transition qui peut générer véritablement des capacités économiques de croissance, de création d'emplois et de valeur. On a un deuxième défi qui est le défi du digital, versus toutes les questions énergétiques qu'il y a derrière le digital, mais un vrai sujet sur le digital. Et un troisième défi, c'est celui de l'industrie, parce que nous avons une grande fierté en Grand Est, à Strasbourg et en France, c'est d'être un territoire industriel. Et je crois qu'on doit continuer à dire que nous sommes un territoire industriel qui est compatible aussi avec les questions de transition énergétique. Et j'ai choisi, et nous avons voté ça en juillet, d'indiquer que le premier défi, ce serait celui de la transition énergétique. Là-dedans, il y a plusieurs éléments, des choses assez basiques et des choses beaucoup plus complexes, des choses immédiates et des choses qui demandent un peu de profondeur, dans des choses assez basiques que l'on aurait dû imaginer bien plus tôt, évidemment, c'est notamment d'accompagner nos forêts. Et que nos forêts en Grand Est sont en train de mourir, maladie scolite, sécheresse, beaucoup de sécheresse. En tout cas, il y a des chocs hydriques et climatiques beaucoup trop forts. Et on a mis en place aujourd'hui des aires de stockage pour sortir les bois malades, pour pas qu'ils contaminent leurs petits voisins. Essayer de faire respirer nos forêts pour les replanter et faire en sorte que ces bois puissent servir à autre chose. Assez basique. De la même manière, assez basique, c'est de dire on va essayer de transformer ou de faire la transition de tous les poids lourds vers des mobilités qui soient hydrogène ou en tout cas un peu plus verte que de fonctionner au diesel aujourd'hui. Il y a des choses assez immédiates que l'on peut faire assez facilement. Ensuite, vous avez des choses plus complexes qui peuvent être de comment est-ce qu'on développe l'hydrogène à grande échelle et comment est-ce qu'on est en capacité de stocker l'hydrogène. Parce que finalement, l'hydrogène, on sait faire, mais comment est-ce qu'on stocke et comment on industrialise ces nouvelles énergies, c'est plus complexe. Donc des programmes de formation, des programmes également autour de concepts d'intelligence artificielle et puis des nouveaux procédés et démonstrateurs sur les différents territoires, comme on fait aujourd'hui du vapocraquage sur du bois pour en faire de l'énergie. Donc un panel d'activités qui nous permettent de dire on va être un territoire du mix énergétique. Et j'allais dire que le laboratoire de ce mix énergétique, c'est Fessenheim, puisque vous le savez tous et toutes, la fermeture de la centrale nucléaire est actée depuis un certain temps, les réacteurs ont été arrêtés, et on se dit que cette contrainte, qui est un attendu de nos concitoyens, même si on doit rappeler que le nucléaire est une énergie décarbonée et qu'elle peut avoir un intérêt pour cela, mais ça pose d'autres questions. Ce territoire, de par sa contrainte, va devenir le laboratoire du mix énergétique que l'on est en train d'écrire avec nos voisins allemands, avec vraiment des centres de recherche assez performants, mais aussi des démonstrateurs industriels, parce qu'au final, nous pouvons avoir de la volonté, mais si nous n'avons pas les solutions à proposer à nos concitoyens et aux entreprises, parce que la volonté, elle est vraiment partagée, nous n'irons pas finalement très très loin. Moi, ma responsabilité sur l'innovation et l'économie, c'est de trouver les modèles robustes,
d'essayer de les dérisquer financièrement, de faire les premiers prototypes, des démonstrateurs un peu plus grands, et on va avoir de belles annonces sur quelques très grandes entreprises qui fabriquent aujourd'hui des capteurs sur l'hydrogène qui s'installent dans le Grand Est et même dans le sud d'Alsace, et on va en être très heureux. Vous reviendrez nous voir dans un an pour détailler ces belles annonces. Merci beaucoup, Lila. Je vous laisse rentrer du coup en voiture électrique. Et puis vous pouvez remercier Initiative Durable qui a mis en avant les industries dans un événement 100% digital au service des initiatives durables. Donc c'est un bon élève de la classe. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et je vais appeler Guillaume Kaufmann pour vous succéder. Et monsieur le directeur général, avant que vous ne preniez la parole, on doit être en liaison, du moins j'espère, mais oui, avec Alexandre Collard. Monsieur le directeur, marché Premium Caisse d'épargne Grand Est Europe. Bonjour. Vous aussi, vous avez vu la vidéo des jeunes. Un petit commentaire sur les interrogations et le niveau de connaissance des jeunes, ça vous a appris des choses ou... En tout cas, ça nous permet de bien voir que ce sujet est très bien appréhendé finalement par la jeune génération. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un sujet qui pour eux est d'importance, ils le maîtrisent. Il y a deux idées forces qui se dégagent, vraiment le respect de l'environnement qui revient de façon forte. Et puis, et vous l'avez souligné tout à l'heure, cette notion de responsabilité qui émane de leurs propos et qui, je trouve, fait de ce jeune public un public finalement assez mature face à cette situation. Et ça nous renvoie sur les conséquences que nous avons tout à chacun au quotidien dans nos actes sur cette notion de développement durable. Donc quelque chose qui finalement est assez rassurant pour l'avenir. Le direct. On vous voit en tout cas. Oui, on vous entend. C'est à vous, Alexandre, on vous entend. Je crois qu'il... Ah bon, je vais reprendre donc ce que j'évoquais. Peut-être que ça c'est pas bien, le message n'est pas bien passé, mais en tout cas, ce que j'évoquais, c'est le fait que ce sujet du développement durable est un sujet qui est bien appréhendé par cette jeune génération. Et ça, c'est plutôt rassurant. On a la notion de respect de l'environnement qui revient avec force, et également... vous l'avez souligné tout à l'heure, l'esprit de responsabilité qui se dégage dans leurs propos. Et donc, on voit bien que cette génération, elle est responsable, elle est mature finalement face à ce sujet du développement durable. Alors, vous, votre responsabilité en tant que banque, en tant que financeur, c'est aussi d'accompagner des projets, et notamment les plus vertueux. Après vous et après les mots de Guillaume, on va entendre 8 entrepreneurs engagés qui vont venir pitcher devant l'assistance leurs projets. Comment est-ce que vous pouvez accompagner prioritairement et aider à l'éclosion de ce genre de beaux projets ? Alors, effectivement, déjà, l'accompagnement de ce type de projet fait partie vraiment de l'ADN de la Caisse d'épargne. Et on a plusieurs outils pour pouvoir le faire. Le premier, ce sont véritablement des actions de mécénat, de vraies actions de mécénat philanthropique. Et ça, c'est un premier levier que nous pouvons actionner. Le second, c'est que la Caisse d'épargne Grand Est Europe s'est dotée d'un fonds de dotation qui permet de favoriser des projets comme, par exemple, l'accès à l'emploi à des personnes qui en seraient éloignées. Et je crois que dans les projets qui vont être pitchés, cette notion-là revient assez souvent. Et puis aussi, ce fonds de dotation permet d'accompagner des projets innovants, tant techniquement que par l'idée qui peut être poussée. Un troisième levier, c'est notre fondation, la fondation de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, qui vise, elle, à soutenir les initiatives de lutte contre toute forme d'exclusion. Et ça, je crois que c'est de la responsabilité d'une entreprise telle que la nôtre de le pousser. Et enfin, je dirais qu'on a des équipes commerciales, d'experts, des équipes dédiées à pouvoir accompagner des projets innovants et nos jeunes entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est fondamental et qui correspond à l'ADN de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Merci beaucoup. On voit que vous avez toute une palette d'outils financiers au service des jeunes. Du coup, ne vous étonnez pas si les 8 pitchers risquent de frapper à la porte de votre bureau dans les semaines à venir. Bon, je vois que vous les accueillez avec le sourire. Merci beaucoup, Alexandre. Guillaume Kaufmann, la journée
tourne à sa fin. C'était une journée très très dense. Il y a beaucoup d'yeux qui brillent parce qu'on sent qu'il y a eu de l'intensité dans le boulot ces dernières semaines pour réussir à basculer un événement qui, il faut le rappeler, il y a encore 10 jours, était 100% physique et il a été basculé avec succès en 100% digital. Quel est le sentiment qui t'anime là à l'instant? Là, le sentiment, je dirais, c'est presque ouf. C'est bientôt la fin de cette journée effectivement dense. On ne se rend pas compte qu'une journée en 100% digital, c'est aussi dense qu'une journée en physique, en fait. Et surtout, une grande fierté et une grande satisfaction, puisque, comme tu le disais, il y a 2 semaines, on passe en 100% digital. Modestement, avec l'équipe, on se dit un objectif de 450 participants, ce serait bien. Là, c'est 1100 inscrits. Donc ça montre que le Forum DD a ses aficionados, on peut dire ça comme ça. Et surtout que c'est un événement qui est attendu par les acteurs du développement économique. Que le sujet reste plus que jamais au cœur des préoccupations des entreprises. Et donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Certes, il n'y a pas l'énergie du jour J. Et donc je compte sur les pitchers pour envoyer de l'énergie positive ensuite derrière. Mais pour moi qui était beaucoup aussi en back-office, dans le chat notamment, j'ai pu voir qu'il y avait un gros niveau d'interaction entre les différents participants. Des questions très pointues. Sur l'atelier neutralité carbone, il y avait des questions très pointues. Et voilà, et justement, des questions effectivement très pointues. Et on sent effectivement, on perçoit la maturité de cet écosystème RSE en région. On sent que ce n'est pas juste là une journée, que les gens ne sont pas là par hasard. C'est une animation qui se fait tout au long de l'année sur le territoire autour de ces questions de la RSE. Donc j'espère que ça a été simple pour vous de suivre ça de votre canapé, de la table du salon, avec vos enfants peut-être, tout de suite donner les bonnes idées aux enfants, que ça a été intuitif. Je sais qu'il y a eu quelques petits problèmes et vraiment je pense qu'on ne se rend pas compte de tout le back-office qu'il y a derrière cet événement. Et là je me rappelle tout ce qu'on dit sur entre guillemets, le poids du numérique. Là, je le vois, le poids du numérique, c'est le poids du camion qui est derrière, c'est le poids de tout le matériel qu'il y a derrière. C'est la même logistique derrière et c'est surtout une équipe qui a été au top sur toute cette dernière semaine. Donc vraiment, j'aimerais vraiment remercier toute l'équipe du Forum du développement durable. Et quand je dis toute l'équipe, c'est pas que l'équipe au sein d'Initiative Durable, c'est vraiment toute l'équipe des partenaires qui sont autour de cet événement, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Toute l'équipe des techniciens qui sont extraordinaires quand c'est en physique, mais là c'était carrément waouh quoi. Et donc c'est vraiment tout cet écosystème-là et tous ces acteurs que je remercie vraiment pour cette journée. On leur demandera un dernier effort pour réussir à faire en sorte, comme personne, même en Alsace, n'a le don d'ubiquité et qu'on ne pouvait pas assister à 5 ateliers en même temps, les conférences de cet après-midi seront mises en ligne jeudi ou vendredi, le temps que ce soit finalisé. Alors on va quand même laisser Fanny se reposer une journée, le jour férié, mais effectivement, ce sera disponible d'ici fin de semaine. Bon, merveilleux. Merci beaucoup Guillaume, je te laisse retourner dans la salle pour écouter les pitchers, puisque on va se quitter avec, comme on vous l'a dit, de la contamination positive et 8 jeunes qui vont venir pitcher leur entreprise. Mais d'abord, si la liaison fonctionne, nous devrions être en lien avec la Belgique. On a beaucoup parlé d'emploi local. Aujourd'hui, malheureusement, vous savez qu'il y a un savoir-faire que la France perd énormément, qui est l'humour. Et donc, on a été obligé de délocaliser notre humour en Belgique. Et Charlotte de Cocker, vous êtes là pour ça. Vous êtes avec nous en direct de Bruxelles, je crois, qui est toujours en Belgique. Exactement, Vincent. Vous m'entendez bien ? Mais merveilleusement bien. Formidable. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Vincent. Bonjour à tous. Et puis merci, Vincent, pour cet enthousiasme sur la Belgique. Ça me gêne toujours un peu parce que je ne sais jamais si les gens aiment la Belgique ou si vous aimez la Belgique, Vincent, parce que vous aimez les frites, parce que vous aimez les gaufres ou juste parce que vous êtes alcoolique. Mais en tout cas, nous, les Belges, on adore les Alsaciens. Vous êtes vraiment nos Français préférés. Vous êtes même un peu nos frères, j'ai envie de dire. Parce qu'on a beaucoup de points communs entre les Belges et les Alsaciens. Le premier, c'est que les Parisiens se foutent de la gueule de notre accent. Fou, les Alsaciens, vous parlez comme ça. Oh, mais les Belges, vous parlez comme ça, une fois. Par contre, quand il s'agit de prononcer nos noms de famille, là, il n'y a plus personne.
Non, vraiment, les Alsaciens, vous êtes un peu les Belges de la France. Comme nous aussi, vous mangez des trucs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on sait juste que c'est gras et salé. Bake-off, fricadelle, même combat, mes frères. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous pour ce forum du développement durable. Mais alors, quand vous m'avez appelé pour me demander de venir faire des blagues, j'ai quand même demandé sur quel sujet. Et vous m'avez répondu sur les thés bio, la crème solaire et la literie en laine de mouton. Alors, les gars, faut pas vous étonner après d'être un peu les Belges de la France. Et là, vous vous demandez, est-ce qu'elle va faire que des blagues sur les Alsaciens? Et non, pas du tout. J'ai aussi des blagues sur les cigognes. Et vous n'allez pas être déçus. Écoutez un peu. Est-ce que vous savez pourquoi les cigognes volent en portant un enfant dans leur bec? Eh bien, pour ne pas que vous les chassiez. Voilà, je crois que je vais laisser tomber provisoirement les jeux de mots, parce que en fait, moi, je suis quand même là pour vous coacher, les amis, pour que vous réussissiez haut la main vos pitchs. Donc, on vous l'a déjà dit en coulisses, mais le temps est limité, pas plus de 3 minutes. Vincent sera très strict sur le timing. Il devra même vous interrompre si vous ne respectez pas ces 3 minutes. Alors, les garçons, c'est un peu votre moment, profitez-en. Pour une fois qu'on ne vous demande pas de tenir plus de 3 minutes, allez-y. Quant aux filles, eh bien, on va pas se mentir, nous, on a l'habitude de se faire interrompre par les garçons quand on parle, donc rien de neuf sous le soleil. Bon, mais quel que soit votre genre, eh bien, il va falloir marquer les esprits en peu de temps, c'est un peu le principe de l'exercice. Donc moi aussi, je vais être brève dans mes conseils. Si j'avais un seul conseil à vous donner pour un bon pitch, il faut appliquer la méthode Ayrton Senna. Vous allez très vite, tout du long, et vous terminez sur un truc percutant. Alors, bonne chance à tous, bon pitch, je vous écoute, et si vous le voulez bien, on fera un petit point à mi-parcours. À vous, Strasbourg. Merci beaucoup, Charlotte. Je souhaite évidemment aux pitchers un destin plus heureux que Ayrton Senna, ce qui n'est pas difficile. Je note quand même que Charlotte n'est pas allée au bout de sa comparaison entre les Alsaciens et les Belges, puisqu'au début, comme elle a parlé de l'alcoolisme, j'avais pensé qu'elle... mais elle n'était pas téméraire à ce point. Voilà, donc on va respecter ce qu'a demandé Charlotte sur la célérité, et on va passer sans plus tarder au premier pitcher, à savoir Adrien Collot. Rejoignez-nous, Adrien. Adrien avec un H. Parce que vos parents avaient des lettres et ils aimaient Marguerite Yourcenar, voilà. Donc, exactement. Vous êtes le fondateur de New, et comme Charlotte vous l'a dit, je vais lancer un chrono, et si dans 180 secondes vous parlez encore, je vais hurler. Pas de souci, je suis prêt. Allez-y. Bon, du coup, bonjour, Adrien Collot. Donc, je suis le cofondateur de New, qui est une marque de crème solaire minérale et écologique et made in France. C'est un projet que j'ai lancé directement après mes études, parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'environnement. J'ai étudié dans une école spécialisée en environnement, et je voulais trouver un projet qui me permette de trouver un peu un équilibre entre mes valeurs et un moyen quand même de rentrer de l'argent et de pouvoir manger le soir. Et comme je suis un gros pratiquant de sport nautique, notamment d'apnée, je me suis dit que le sujet des crèmes solaires, c'est quelque chose qui était central dans la pratique de ce genre de sport. Ça fait longtemps qu'on sait que les crèmes solaires, c'est très mauvais pour la santé et pour l'environnement, et c'était le sujet idéal à attaquer. Donc on a travaillé là-dessus. En l'espace d'1 an et demi, on a pu sortir une première version du produit. Là, on est sur la V2, on a pu améliorer nos packaging. On est sur des crèmes solaires avec des filtres minéraux, donc pas de filtres chimiques, que des produits naturels. On fabrique tout en France, du packaging jusqu'au produit, jusqu'à la logistique, tout est fait ici. Et on a cherché au maximum à s'engager au niveau environnemental. Et ça, c'était un coup de poker qu'on a pris dès le début, c'était de se dire, on va mettre 0 € dans la communication, dans le marketing, dans les publicités, ce genre de choses. On va tout injecter dans de l'action environnementale, et ça a hyper bien marché, au point qu'au bout de 4 ou 5 mois, on a pu créer notre propre ONG à côté de la société. Et grâce à cette ONG, aujourd'hui, on arrive à créer des actions environnementales à l'international, et surtout en France, surtout maintenant avec le confinement, à faire de la dépollution plastique, de la valorisation de déchets, de la replantation de coraux. On a pu vraiment trouver un équilibre entre nos envies d'engagement et nos envies de valeur, et avoir un business model sur un produit qui soit transparent, engagé, naturel et français. Et là, notre prochain objectif, ça va être de développer encore plus l'ONG et d'étendre du coup notre gamme de produits à encore plus de produits du quotidien que les gens pourront acheter en transparence et en confiance. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous. Attendez, une 39, ça s'applaudit pour ceux qui sont là derrière. Donc du coup, je vais vous gratter la minute 20. On vous trouve où alors? Vous êtes diffusé où? Alors, on est vendu en pharmacie en France. On est vendu chez beaucoup de petites boutiques bio, vegan, cosmétiques. En ce moment, on fait beaucoup de ventes dans les dom-toms parce que c'est l'été là-bas et ils sont moins confinés que nous. Et là, on est en train de se développer au Japon, donc en Asie en général, et un peu dans tout le centre de l'Europe où il y a une sacrée demande aussi, quoi. Et alors, au début, vous avez expliqué que vous faisiez beaucoup de sport nautique, notamment de l'apnée. Est-il nécessaire de mettre de la crème solaire quand on est en apnée? Exactement, parce qu'au bout d'un moment, on remonte à la surface et on se prend du soleil sur la tête. Ça évite de rentrer le soir avec un coup de soleil sur les fesses et sur le dos quand on a la tête sous l'eau, quoi. Ok, un grand bravo. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Je vous laisse Merci. retourner. Et donc, vous aurez tous compris le principe. Il faut chatter et interagir si jamais vous avez envie, si vous avez des idées pour développer le réseau de distribution d'Adrien, si vous voulez prendre des parts dans la société ou aider l'ONG à croître. Et on va appeler sans plus tarder la seconde pitcheuse, à savoir Cassandre Maury pour les Jardins de Gaïa. Oui. Voilà. Mettez bien le produit face à la caméra. On va commencer le placement de produit. Je n'ai pas déclenché le chrono, je vous rassure. Je vais essayer d'être. Je peux faire deux choses à la fois. C'est la séquence téléachat, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour ça. J'ai toujours rêvé d'être Pierre Bellemare en plus. Allez-y, allez-y. Maintenant, je lance le chrono. Allez-y. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Au Jardin de Gaïa, on dit que la vie est trop courte pour boire un thé ordinaire. Et c'est pourquoi, depuis 25 ans, nous fabriquons des produits qui sont bons pour la terre et bons pour les hommes. Donc ces produits, ils sont au nombre de 600. Bien devant le micro. Merci beaucoup. Ces produits sont au nombre de 600 environ. Ces produits sont issus de filières bio et équitables, donc de partenaires qui sont aux 4 coins du monde. Et ils sont fabriqués en France, dans nos ateliers à Wittisheim, par notre équipe de 80 personnes. Donc on est une PME qui a fêté ses 25 ans l'année dernière. Une PME dont l'ADN est vraiment de s'investir dans tous les piliers du développement durable. On a toujours beaucoup fait. En 2016, on s'est dit il est temps qu'on structure un peu nos engagements. Et du coup, on s'est appuyé sur un référentiel du SINABio, en fait, le syndicat des entreprises de la bio en France, pour justement nous aider à mettre un petit peu au clair notre démarche en matière de développement durable. Aujourd'hui, en fait, on est labellisé bio-entreprise durable. Et en fait, à ce titre, on a décidé d'aller plus loin en fait, en ce qui concerne nos pratiques de mécénat et de soutien aux acteurs de la société civile. On a décidé de créer en fait un fonds de dotation qui a vu le jour du coup l'année dernière au niveau de l'enregistrement juridique, mais qui est lancé, qui sera lancé au mois de décembre. Donc là, c'est un peu l'avant-première. Et vous êtes les heureux auditeurs à entendre que effectivement Jardin de Gaïa a monté ce fonds de dotation. Notre ambition, en fait, c'est justement de monter en puissance sur l'impact qu'on veut générer auprès de nos partenaires. Et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre, puisque l'idée du fonds de dotation, c'est quand même de réunir toute une communauté pour mutualiser des fonds et pour pouvoir financer en fait des projets ici ou ailleurs sur des thématiques relatives au développement durable dans toutes ses dimensions. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment. Donc pareil, vous avez compris, comme pour Adrien, vous pouvez directement prendre contact avec Cassandre si vous voulez aider ce fonds de dotation à croître. Et puis vous avez vu un effet inattendu du réchauffement climatique qui est que désormais les Alsaciens ont l'accent du midi et ça c'est vraiment relativement inquiétant. Merci beaucoup Cassandre. Merci. Merci à vous. Et alors pour le troisième pitch, il me semble que nous allons à nouveau devoir recourir aux merveilles de la vidéo. Est-ce que Marie Épée d'In Extremis est avec nous? Oui. Bonjour à tous et à tous. Eh bien, bonjour Marie. J'aurais du mal à vous interrompre à distance, mais je fais confiance à votre autodiscipline. C'est quand vous voulez.
Très bien, je vous remercie. Du coup, je suis Marie, je suis ingénieure agroalimentaire de formation avec une double spécialisation en recherche et développement et en marketing. Et je suis la fondatrice d'Inextremis, donc une marque engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, dont la mission est de revaloriser les pertes et gaspillages d'entreprises agroalimentaires en de nouveaux produits à destination de la consommation humaine. Je suis seule à la tête de l'entreprise, mais nous sommes désormais 3 à travailler pour Inextremis. En voyant le gaspillage dans les supermarchés, au restaurant, chez soi, aux étapes de production et de transformation, je me suis rendu compte du gaspillage finalement en amont de la distribution, donc directement au sein des entreprises agroalimentaires pendant ma formation en école d'ingénieur agroalimentaire. Et c'est là que la majorité du gaspillage se produit. Consternée par ces faits, je me suis fixée comme objectif finalement de permettre à ces entreprises de réduire leur gaspillage en utilisant leurs pertes dans de nouveaux produits. Donc l'idée est de créer la boucle la plus vertueuse possible pour que ces matières gaspillées qui étaient initialement produites pour être consommées ne perdent pas de leur valeur. Donc Inextremis propose des produits alimentaires anti-gaspi composés d'aliments upcyclés. Pour la première gamme de produits anti-gaspi, ce sont le pain vendu et le son de blé, issus de la fabrication de la farine que j'ai décidé de revaloriser. Ce sont les ingrédients phares de 3 recettes de biscuits, donc soupçon de miel, pépites de chocolat noir et éclat de noix. Et pour 100 kg de biscuits produits, ce sont 35 kg de matières gaspillées qui sont revalorisées. Inextremis s'engage à la fois pour la santé environnementale, mais aussi pour notre santé à nous. Les biscuits sont anti-gaspillage, ils sont 100% français, puisque tous les ingrédients sont cultivés et récoltés en France, sauf le chocolat, au plus proche de notre biscuiterie partenaire. Et les biscuits sont vendus soit en vrac, soit dans un emballage monomatériaux en papier recyclable. Ils sont réduits en sucre, riches en fibres et sans additifs, ce qui leur permet un Nutri-Score A ou B. Donc l'activité a été officiellement lancée en septembre dernier via une campagne de financement participatif qui nous a permis de prévendre plus de 1200 boîtes de biscuits auprès de 600 contributrices et contributeurs. Et aujourd'hui, les biscuits sont encore disponibles en prévente sur la boutique en ligne et seront disponibles en épicerie zéro déchet à partir de janvier 2021. Aujourd'hui, Inextremis est présent sur le marché de l'épicerie sucrée et s'intéresse aux pertes dans les domaines céréaliers et boulangers. Mais demain, l'entreprise souhaite également être présente sur d'autres secteurs et revaloriser d'autres matières gaspillées. Merci beaucoup. Voilà. Juste un complément. Vous exposiez les épiceries partenaires, mais comme vous disiez que vous aviez aussi un emballage éco-designé, est-ce que ça veut dire que si, là, parmi les gens qui nous suivent, il y a des gens qui ont des moyennes surfaces ou autres et qui voulaient vous faire un peu de place sur les rayonnages, c'est envisageable? Oui, c'est totalement envisageable. On a également, du coup, on essaye de faire au mieux, donc une offre emballée, parce que c'est vrai que le vrac est encore pas développé au maximum et c'est ce qu'on souhaite, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on sera également disponible en emballé pour les épiceries de quartier, les épiceries producteurs, etc. Et on réfléchit également à une offre réservée aux professionnels pour des petits déjeuners d'entreprise ou des séminaires. Eh ben, on espère qu'il y a des gens au sein de la communauté d'initiative durable qui vont pouvoir vous aider. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Et je vais appeler Philippe Boyot, fondateur de Delaine en Rêve. Bonjour à tous. Alors voilà, je suis Philippe, donc gérant de Delaine en Rêve. Delaine en Rêve, c'est une entreprise qui fabrique à partir de laine récoltée localement de la literie haut de gamme, donc matelas, surmatelas, couettes, oreillers, traversins. Et avant de faire de la literie, elle soutient surtout l'élevage local qui est en grand danger. Il faut dire que j'étais tondeur de moutons pendant 30 ans et que pendant 30 ans, j'étais frustré de la perte de cette valorisation de ces laines qui partent à 95% en Asie pour des prix dérisoires qui aujourd'hui ne payent même plus le service du tondeur, justement. Et donc, grâce à cette initiative de fabriquer cette literie, on soutient donc l'élevage de petits ruminants. Ces petits ruminants qui, le long de ma carrière de 30 ans, ont
perdu 9 millions de leurs individus. On avait 15 millions de brebis en 88 et on est à moins de 6 millions aujourd'hui. Donc il y a un grand danger pour la biodiversité, pour la nature simplement, la beauté de nos paysages. Et en plus de ça, donc maintenant depuis peu, on a un atelier bois qui fabrique également les sommiers bois et sommiers tapissiers à l'ancienne. Et tout ça avec des ressources locales, bien sûr, hein, des bois, on travaille avec des scieries locales qui utilisent des bois locaux. Et voilà, on a à peu près fait le tour. Donc, vraiment, Et alors, où sont ces petites brebis alors? Alors les brebis, elles sont dispersées chez 13 éleveurs qui sont partenaires du projet, justement, donc en Moselle, en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, pour environ 15 000 brebis sur les 13 éleveurs qui représentent entre 12 et 15 tonnes de laine que nous devrions arriver à transformer à terme quand l'entreprise aura pris de l'ampleur. Et si on décide de faire un petit cadeau de Noël qui a du sens et qu'on décide d'offrir de la lingerie, des draps de laine en rêve, comment est-ce qu'on fait? On va sur votre site Alors il y a un site internet, il y a le téléphone de l'entreprise, oui, il y a tous les moyens possibles pour se procurer ces produits. Voilà, celles et ceux qui ont des cadeaux de Noël en suspens pendant que certaines boutiques sont encore fermées, même à distance, on peut avoir des cadeaux qui ont du sens. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Merci. Nous voilà déjà à la mi-temps de ces pitchs. L'heure de retrouver Charlotte. Charlotte, vous vous souvenez de ce qu'est la mi-temps? La mi-temps, c'est ce moment où la Belgique pouvait encore aller en finale de Coupe du Monde contre la France avant que Samuel Umtiti ne surgisse. Voilà. Juste pour vous rappeler. Un petit regard sur la prestation des 4 premiers pitchers? Mais oui, écoutez Vincent, je suis très impressionnée. J'avoue, j'aime beaucoup le lit en laine de mouton. Philippe, d'ailleurs, j'ai senti que si vous aviez eu 1 minute de plus pour votre pitch, vous auriez ajouté « c'est un lit dans lequel on peut vraiment compter les moutons ». Bon, je ne sais pas si ça aurait été une si bonne idée. Mais, ah oui, alors aussi Adrien et son projet sur les crèmes solaires qui permettent aussi, grâce à l'ONG, d'avoir une mer et des plages propres. Évidemment, on peut être que d'accord avec ça, hein. Avoir des plages propres dans certains endroits, ça va même être une révolution et en surprendre plus d'un quand on retournera à la plage en 2040. Alors, bon, soyons pas si pessimistes non plus, hein, si ça se trouve, on y retournera avant. D'ailleurs, Adrien, si vous nous entendez encore, je suis sûre que dans un business lié aux vacances, vous avez sûrement des tuyaux, vous savez certainement déjà un peu quand est-ce qu'on aura le droit de voyager. Vous qui êtes dans la crème solaire, peut-être que vous pourriez nous donner un indice. Voilà, je suis contente que vous ayez aussi parlé de ce projet de recyclage du pain, Marie, parce que alors le pain français, je dois vous le dire, c'est vraiment un gros fantasme pour nous, les Belges. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez en France d'avoir du si bon pain. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi en Belgique le pain est si mauvais alors qu'on est vos voisins, on est juste à côté. Ou alors, je sais pas, vous nous cachez un truc depuis le début. Pour l'instant, au lieu de le recycler, quand le pain est devenu tout rassis, vous le jetez par-dessus la frontière belge comme ça. En tout cas, ou alors peut-être les boulangers en Belgique, ils essayent tellement de copier les Français qu'ils croient que pour faire un vrai pain français, il faut d'abord l'accrocher sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Je sais pas. En tout cas, sinon, je voulais terminer avec Cassandre, une entreprise de thé bio qui crée un fonds de dotation. C'est quand même le truc le plus génial du monde. En plus, on peut dire que vous résolvez haut la main, Cassandre, le défi de l'écriture inclusive, puisque vous alliez à la fois le bon thé et la bonté. Et là-dessus, je pense que je vais laisser infuser cette conclusion et je vous reviens à nouveau dans quelques minutes. Merci beaucoup à la fille spirituelle de Raymond DeVos. Oubliez la carrière dans le pitch, mais continuez sur les mots et les calembours que vous maniez avec force et élégance. Si vous voulez bien, on va rentrer donc dans la deuxième mi-temps. Je vais respecter le conseil de Charlotte, à savoir que je ne vais pas prononcer le patronyme de Lise, mais sachez juste que Lise est la fondatrice de Codico et qu'elle a un patronyme alsacien que je ne peux pas prononcer. Si je dis Wittersheim, en fait, je ne suis pas si loin. Wittersheim, c'est un village du coin. Ah merde. J'ai essayé. Nous vous écoutons.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lise Wittersheim et je coordonne à Strasbourg le projet de l'association Codico. Alors pour vous parler de Codico cet après-midi, j'avais envie de vous parler de Mansour. Mansour a 28 ans, il vient de Tina, à l'ouest du Soudan. Et en 2017, il est contraint de quitter son pays et il s'exile en France. Après 18 mois de procédure de demande d'asile, il obtient son statut de réfugié et il peut enfin travailler. Mais imaginez-vous dans la situation suivante, vous êtes réfugié dans un pays dont vous ne connaissez rien, ni les codes, ni la langue, ni les gens. Autant dire que vous n'avez quasiment aucune chance de vous en sortir rapidement sur le marché de l'emploi local. Codico est né de ce constat-là. Donc notre mission est d'accompagner les personnes réfugiées dans leur intégration professionnelle à travers un programme de 6 mois pour leur permettre de retrouver leur confiance et leur autonomie dans leur recherche d'emploi. Chez Codico, nous pensons que l'intégration doit passer par la transmission des codes socio-professionnels et par la rencontre avec le monde de l'entreprise. C'est pourquoi la spécificité de notre programme est de mettre en relation des personnes réfugiées en recherche d'emploi avec des collaborateurs volontaires au sein d'entreprises partenaires sur un territoire donné. Ainsi, Mansour a pu rencontrer Mehdi, qui est assistant en recrutement chez Manpower, qui est une de nos entreprises partenaires. Ils se sont vus une dizaine de fois au cours des 5 mois du programme. Et ils ont avancé ensemble sur son projet professionnel qui est de travailler dans la logistique. Donc ils ont revu son CV, recherché des formations, mobilisé le réseau de Mehdi. Et grâce à cet accompagnement, Mehdi a pu intégrer une formation dans les métiers de la logistique et du service client. Et là, on a appris au mois d'octobre qu'il vient de signer un CDD chez Ikea à Strasbourg. Des binômes comme celui de Mansour et de Mehdi, Codico en a formé plus de 600 depuis sa création en 2016. Des rencontres qui sont toutes différentes, qui donnent lieu à une découverte, à un enrichissement mutuel, et qui n'auraient probablement jamais eu lieu sans notre action. À l'issue du programme, 50% des participants réfugiés ont une opportunité professionnelle, et par là on entend un contrat ou une formation qualifiante. Voilà, donc à Strasbourg, ça fait 1 an qu'on a lancé le programme et nous avons déjà accompagné 35 personnes réfugiées grâce à nos différents partenaires, les entreprises du territoire de l'Eurométropole. Alors j'ai essayé de vous les mettre sur une slide, mais je ne sais pas si ça avance. Bon, ça ne va pas dans le bon sens. Désolée. Les entreprises du territoire de l'Eurométropole qui s'affichent là à l'écran, les associations qui accompagnent les personnes étrangères au niveau local, et puis l'Université de Strasbourg. Donc pour pérenniser, faire grandir notre projet ici, nous avons aujourd'hui besoin de vous, entreprises strasbourgeoises, de vous, travailleurs indépendants, de vous, citoyens engagés. Merci pour votre attention. Mais merci à vous. Je ne vous ai même pas coupé alors que je me faisais engueuler dans l'oreillette parce que vous en étiez à 3,22, mais c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc pour toutes celles et tous ceux qui nous suivent à distance, vous avez vu que c'est assez simple. Si vous avez des services à proposer, si vous avez des postes qui se libèrent, des postes vacants, si vous êtes sur un secteur en tension, en friction, il y en a beaucoup. Il y a une crise sociale, mais il y a aussi des secteurs qui recrutent. Et vous n'hésitez pas à aller vers Lise. Si le Forum DD est là pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et le temps qu'il y ait un petit jingle de transition, on va se retrouver sur scène avec Jean-Baptiste Auer de Ticadi. Et elle a laissé un masque. Bonsoir. Bon, alors du coup, si vous parlez plus de 3 minutes, j'ai perdu toute légitimité. Maintenant, je vous fais confiance. Je vais essayer de faire attention. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Auer et je suis le fondateur et dirigeant de la société Sfereno, dont la raison d'être est de recréer du lien humain et économique de proximité. Sfereno est lauréat et membre d'Initiative Durable et on a été labellisé au cours de l'été par la fondation Solar Impulse, dont on est particulièrement fiers. Et je suis là ce soir pour vous présenter son petit frère ou sa petite sœur qui s'appelle Ticadi. Alors Ticadi, c'est quoi? Nous, notre ambition, c'est de pouvoir répondre à la question où est ton produit pour ton caddie?
Et en fait, on aspire tous à ce que vous puissiez nous dire, Ticadi m'a dit, mon produit est juste ici pour mon caddie. Voilà. Donc ça, c'est notre ambition. Un petit quiz pour commencer. Quel est, selon vous, le point commun entre ces différents produits? Et je vais vous laisser 10 secondes du temps pour réfléchir, sachant qu'il y a une robe, il y a une paire de chaussures, il y a des lunettes, il y a une perceuse, etc. Ils sont tous non essentiels. Ils sont tous potentiellement non essentiels. En même temps, des habits, ça peut l'être quand même. C'est que c'est une excellente nouvelle. Ils sont tous à proximité de chez nous, juste à côté. Sauf que personne ne le sait. Et résultat, on va tous sur Google ou on va tous sur Amazon pour chercher ce produit potentiellement non essentiel, mais aussi, pourquoi pas, essentiel. L'ambition de Ticadi est la suivante, c'est d'indiquer en temps réel à un consommateur que le produit qu'il cherche sur Internet est juste disponible en stock à côté de chez lui ou de chez elle. Et donc, il pourra le réserver, il pourra le visualiser et le réserver. Comment fait-on ? En fait, on se repose sur ce qu'on sait tous faire, c'est d'utiliser cette requête sur une barre de recherche, sauf que cette barre de recherche, on va l'installer sur un site local à très forte notoriété. Alors, ce site local à très forte notoriété, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des sites des collectivités, ça peut être des sites d'acteurs de proximité, ça peut être des sites d'acteurs économiques, d'énergéticiens, de banques, d'assurances, etc. Et surtout, en fait, Ticadi, la véritable ambition, la véritable innovation sociétale de Ticadi, c'est qu'on a créé le premier réseau d'accompagnateurs de micro-proximité qui vont aider de manière extrêmement individuelle et de manière micro-chirurgicale les commerçants dans le développement très opérationnel de leur business. L'enjeu des commerçants, c'est d'avoir plus de chiffre d'affaires à la fin de la journée dans leur tiroir caisse qu'en début. Nous avons créé le premier réseau qui va permettre de les accompagner d'un point de vue extrêmement opérationnel dans le développement de leur business. Notre ambition, c'est de les aider en leur apportant les mêmes services que les réseaux organisés, que les grands réseaux organisés dans le domaine du commerce, mais d'apporter ces services-là aux commerçants de micro-proximité, aux commerçants indépendants de nos territoires. Parce que nous, notre conviction, on en est intimement convaincu, c'est que le bonheur est dans le prêt au sens de la proximité du terme. Magnifique. Et 2,56. Je vous rassure, je vous taquinais quand je disais non essentiel, je faisais juste référence à l'actualité, je ne parlais pas des produits eux-mêmes, je disais que les boutiques étaient fermées. Merci pour cette alternative aux GAFAM. Il faut que ça commence de quelque part, bravo. Et si vous voulez bien, on va devoir une dernière fois pour cette journée faire recours à la technique. Est-ce que Clémence Guénin, vous nous entendez? Non, ce sera Agnieszka Koziol pour le projet BOMA. Clémence a eu un petit empêchement. Ah, mais c'est bien le projet BOMA. On est bien d'accord. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, on vous entend très bien. Et on vous laisse nous présenter BOMA. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis cofondatrice de l'association BOMA Les Bonnes Matières. Et ce que je vous présente ce soir, donc BOMA, c'est un projet d'entrepreneuriat social, collectif et citoyen qui est né de la rencontre de plusieurs personnes autour d'un objectif commun qui est vraiment de trouver une solution au gaspillage des matériaux de construction. Puisqu'on sait aujourd'hui que la raréfaction des matières premières comme le sable ou le gypse annonce des pénuries énormes de plâtre et de béton à l'horizon 2030, c'est mardi prochain. Or, le secteur du bâtiment continue de générer en France 80 tonnes de déchets par minute. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait environ 20 tonnes depuis que vous avez commencé à m'écouter. Vous pouvez prendre conscience de l'ampleur du problème. C'est pour ça, nous, face à ces constats alarmants, nous avons choisi de rester quand même optimistes et face au tout jetable qui est encore trop souvent la règle sur les chantiers, nous avons fait le choix du réemploi. Nous sommes un collectif associatif engagé, composé de personnes qui sont convaincues qu'il est possible de réduire l'impact environnemental des matériaux de construction et surtout de faire évoluer nos matières de bâtir vers des modèles plus résilients. Alors l'association, aujourd'hui, s'est fixé plusieurs missions et son cœur de métier, c'est une mission d'ingénierie. C'est-à-dire que BOMA est un bureau d'études en économie circulaire qui accompagne les professionnels de la construction dans les projets de démolition, de rénovation ou de neuf pour intégrer des pratiques les plus vertueuses possibles à toutes les étapes du chantier. Ça démarre à la conception, ça passe par le diagnostic réglementaire déchets et ça va jusqu'à l'accompagnement opérationnel pendant les travaux, ainsi que la partie juridique et assurantielle, par exemple. En parallèle, nous proposons des collectes de matériaux déconstruits en surstock ou invendus auprès des professionnels, chantiers, fabricants et distributeurs, que nous distribuons ensuite à un prix solidaire à nos adhérents
qui sont des particuliers, des associations, des projets de l'ESS, mais qui peuvent très bien être aussi des artisans. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ce projet a vu le jour en juin 2019, et notamment grâce au soutien durable d'acteurs publics et de partenaires professionnels qui sont vraiment engagés à faire évoluer le secteur du bâtiment. Et nous, accompagnés de tous ces partenaires, notre ambition dans les prochains mois est de constituer une plateforme qui réunira en un seul lieu toutes les activités nécessaires à une gestion efficace d'un point de vue logistique et économique du réemploi. Une plateforme qui pourra accueillir des matériaux déconstruits, les remettre en état si nécessaire et les réintroduire dans la boucle pour leur donner une nouvelle vie. Donc aujourd'hui, BOMA est en phase de développement sur ces questions-là et nous vous invitons à nous contacter si jamais ces sujets vous touchent. Voilà. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions. Agnieszka, a priori, il y a beaucoup de monde dans la communauté qui doit pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre, soit en étant client tout simplement et en allant chercher des matériaux, soit en vous signalant le fait que certains chantiers n'ont pas encore fait leur choix sur les matériaux de réemploi qu'ils veulent. Mais je suis persuadé que vous allez avoir votre boîte mail qui sera saturée d'ici un jour ou deux. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et last but not least, comme on dit en bon français, Farid Magnani de Tech for Gaia qui va venir nous présenter son initiative. Il faut toujours se démarquer. C'est parti ? Ouais. Bonjour, donc je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Je suis donc cofondateur et président de Tech for Gaia, une start-up impact au service de la biodiversité. Tout d'abord, l'histoire a commencé avec la rencontre de Lorenzo, un apiculteur passionné, qui m'a transmis l'amour des abeilles et de l'apiculture, avec qui nous avons créé entre-temps une association qui sensibilise les jeunes publics à la préservation des pollinisateurs. Ensuite, j'ai commencé à évoluer dans l'univers des startups, et très rapidement, j'ai entendu parler des licornes, qui sont ces startups qui génèrent 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous avouer que j'aimerais être une licorne, mais plutôt un zèbre, puisqu'un zèbre a 2 couleurs, et il porte effectivement un business, ça c'est une chose, mais il porte également une cause. Donc nous, c'est effectivement la préservation des pollinisateurs. Donc je vais vous laisser imaginer maintenant si je vous proposais une tarte aux pommes sans pommes, une sauce bolognaise sans tomate, un brownie sans chocolat, pire encore, une journée sans café pour certains. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abeille a été nommé l'être vivant le plus important de la planète, car elle est à l'origine de 1/3 de l'alimentation mondiale. Et malheureusement, le taux de mortalité est de 30 à 80% par an à travers toute l'Europe. Donc ça, ce sont des chiffres assez impressionnants. Et là, je parle ici de l'abeille que l'on connaît tous, l'abeille à miel, mais également de l'abeille sauvage, qui a une part cruciale dans la pollinisation. Aujourd'hui, Tech for Gaia a développé effectivement Noémie, qui est une solution à destination des apiculteurs. Je me rends compte que la slide, je ne l'ai pas présentée, mais ce n'est pas très grave. Donc à destination des apiculteurs, puisqu'elle va permettre de se pluguer aux ruches existantes et de monitorer l'intérieur de la ruche, donc d'avoir un état sanitaire des colonies et de pouvoir également agir à distance et de proposer de gérer 80% des investissements et du temps investis par les apiculteurs. Mais la solution est également à destination des collectivités et des chercheurs, puisque nous assurons une veille environnementale, puisqu'on a besoin de données aujourd'hui pour mieux les comprendre et mieux les préserver. Donc ça, c'est l'élément important. Comme je suis contraint par le temps, je vais aller très rapidement pour vous dire quelque chose qui est très important pour moi, c'est qu'effectivement, nous n'aimerions pas aujourd'hui un monde sans abeilles. Ça, il faut vraiment que nous l'ayons à l'esprit. Et on souhaite, d'ici à 20-30 ans, être un catalyseur d'acteurs aujourd'hui qui souhaiteraient agir dans la préservation des pollinisateurs. Ça peut aussi bien être des collectivités, la région, des startups également, et de façon très générale, les personnes qui peuvent être présentes et qui nous suivent, ce qu'on appelle des citoyens éco-responsables, qui aujourd'hui agissent déjà et font déjà des choses dans ce sens-là. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes effectivement aujourd'hui en quête de partenaires, puisque nous souhaitons avoir un collectif au service d'1 milliard d'abeilles. Merci à vous. Bel objectif, c'est mieux qu'1 milliard d'euros de revenus générés avec une licorne. C'est bien Einstein qui disait que si les abeilles disparaissaient, l'humanité en aurait plus pour très longtemps. Malheureusement, on lui attribue ses propos, mais ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est pas lui, c'est apocryphe. Bon, en tout cas, mais en tout cas, c'est significatif. Voilà, ça permet de dire que votre cause est éminemment importante. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre l'assistance, Farid.
Et donc, nous arrivons déjà à la fin du match. Alors, Charlotte, je n'aurais pas la cruauté de vous faire 2 fois la même blague et de vous expliquer ce qu'est la fin du match, puisque c'est un moment où vous avez dû boire beaucoup de bière. Non, ça, c'est votre quotidien. Alors, effectivement, c'est vrai qu'après ce qu'on a entendu, au fond, les Alsaciens et les Belges, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les Alsaciens, là, on l'a vu avec ces 8 pitchs, c'est des gens qui sont capables de se mobiliser sans attendre le gouvernement. Et je rappelle que vous-même, vous êtes resté 2 ans sans gouvernement et vous êtes où vous en êtes. Est-ce que vous avez été un peu impressionné par ce que vous venez d'entendre ? Non, mais j'avoue, Vincent, je suis hyper impressionnée. Vous êtes vraiment tous très forts. J'ai même envie de dire vive la France. Voilà, vous êtes incroyables. Vous savez pas jouer au foot, mais par contre, vous savez pitcher. Ça, c'est sûr. Et puis, vous avez vu, hein, finalement, 3 minutes, eh ben, c'est hyper bien, même si c'est pas facile. En 3 minutes, on a le temps de dire des choses hyper importantes. On a le temps de faire des choses hyper importantes aussi. 3 minutes, par exemple, c'est le temps que doit durer le brossage des dents pour être efficace. Je le rappelle, juste au cas où Michel Houellebecq nous regarderait. Bon, Michel. Bon, et puis si on va un peu dans le détail des projets, hein, Jean-Baptiste pour Ticadi, acheter local grâce à la Smart Data, génial. Actuellement, je pense que vous pouvez même tester l'application qui permet d'acheter à moins d'1 kilomètre de chez soi tout en générant automatiquement une attestation de déplacement. Ça devrait marcher. En tout cas, c'est assez fou de voir à quel point la Smart Data, c'est hyper prometteur. Moi, je vous dis, Jean-Baptiste, persévérez dans la Smart Data, courage, et peut-être qu'un jour, vous pourrez investir dans une voiture plus grande. Après, les ruches connectées, moi, ça me fait rêver, évidemment, hein, Farid, même si je me demande comment vous allez faire pour fabriquer des Apple Watch suffisamment petites pour les attacher aux pattes des abeilles. Mais l'important, c'est d'y croire et de garder son âme d'enfant. Donc, je suppose que tous les clients de vos ruches devront envoyer leurs commandes par email. Et puis, Agnieszka, pour Boma, récupérer les déchets du bâtiment, ça c'est vraiment brillantissime. J'avoue, je pensais que ça existait déjà, en fait. Je pensais qu'en France, vous aviez un endroit où vous mettiez tous les déchets de l'architecture et que ça s'appelait Dunkerque. Mais bon, j'ai dû me tromper du coup. Et enfin, Lise, vous accompagnez les réfugiés vers l'emploi, c'est absolument merveilleux. Alors par contre, on m'a dit, Charlotte, s'il te plaît, ne fais pas de blagues sur les réfugiés. On sait qu'en Belgique, vous aimez vous moquer de vos voisins flamands, mais ici en France, on ne fait pas de blagues sur les étrangers. Vraiment, on ne tolère pas le racisme. Donc le racisme n'est pas toléré en France. Je crois que c'était vraiment la meilleure blague de la journée. Donc Lise, merci à vous d'exister. Allez, bisous à vous et bravo, vous êtes formidables. Bisous à vous, Charlotte, je me permets, puisque je me permets même de vous tutoyer en général dans la vie, et c'est éminemment difficile de faire de l'humour à distance quand la salle n'est pas là, c'est encore plus dur que de jouer au tennis devant une salle vide, donc merci beaucoup pour cette prestation de haute volée. Et avec vous se finit cette journée qui était extrêmement dense. Pour ne pas être seul comme Godot, je voudrais que toute l'équipe d'idées d'initiative durable me rejoigne sur la salle pour que vous les voyiez tous, vous qui nous suivez encore devant vos écrans pendant quelques secondes. Et d'ailleurs, l'occasion de vous remercier infiniment pour votre présence, pour toutes vos questions qui étaient pertinentes, pointues, parfois grattantes, mais je pense qu'on est là pour ça. Ça a été rappelé à de multiples occurrences. Vous étiez plus de 1100 selon la police et selon les syndicats. Il y a eu un point d'accord là-dessus. Et le fait que les serveurs aient saturé pendant les ateliers est bien la preuve qu'il y avait énormément de succès. Et pour éviter d'imposer ça aux serveurs, on peut vous garantir qu'en 2021, on se retrouvera en physique autour d'une bonne bière, ce qu'on va faire avec toute l'équipe d'Idées Alsace dans quelques instants. Et évidemment, un grand merci encore une fois à tous les partenaires qui ont rendu cet événement possible. Merci aux mains invisibles de l'agence Passe-Muraille et de Via Storia qui nous a accompagnés toute cette journée, tels des funambules de la technique et qui ont permis le streaming. Merci à toutes et tous. Un grand bravo. Vous avez le droit de vous auto-applaudir. Vous qui êtes masqués, on va se quitter sur ce plan large. Joyeuse Saint-Nicolas à toutes et tous, joyeux Noël. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.